j'ai pensé, l'idée c'est de donner un peu une idée de l'apport des sciences sociales, quelle signification ça peut avoir pour la psychiatrie, mais surtout bien sûr pour la psychiatrie de liaison, parce que je dis liaisonnisme, mais ça s'applique à d'autres domaines. Et je pensais faire ça en partant d'un cas clinique que je pense, j'espère qu'il peut bien illustrer, mais pourquoi, en principe, on a besoin des sciences sociales, et puis ensuite donner vite un aperçu un peu sur l'enseignement et les recherches qu'on effectue dans ce domaine-là. On peut dire que, quelque part, si on regarde le début, sans doute un raccourci historique total, mais on s'en fout un peu, quand Freud il commençait à analyser des patients, on peut dire quelque part, il fermait la porte, donc il fermait un peu une porte vers la société, hein, il prenait son patient dans sa chambre, il l'allongeait dans un couch, il s'assoyait derrière et il voyait plus son corps. Donc quelque part, toutes les dimensions corporelles et sociétales étaient un peu absentes dans ces temps-là. Et je pense que c'est des dimensions qui sont quand même qui peuvent être utiles pour nous et pour nos patients de les connaître et de les penser aussi. Donc nous, on a une petite équipe, mais qui a grandi sur les années des personnes qui travaillent dans les sciences sociales. Il y a un prof qui est linguiste à 50%, il y a un autre linguiste à 50% qui est bientôt privato 100, il y a une anthropologue linguiste qui est bientôt aussi privato 100, elle est pratiquement à 100%. Fixe. Il y a un sociologue qui fait sa thèse avec nous, donc il y a 50% pendant 4 ans, et puis un philosophe à 20%, qui est surtout phénoménologue, et avec qui il y a, lui, le but, pourquoi on l'a parmi nous, il fait aussi une thèse sur la question du corps et du corps malade, mais c'est surtout pour un peu nous interroger dans les colloques, nous faire penser, de nous interpeller dans notre manière de penser. Et je vais vous présenter donc un cas d'un patient que j'ai vu, effectivement un patient oncologique, où je pense l'apport des discussions avec le philosophe que j'ai depuis 2-3 ans régulièrement autour de la question du corps, m'a quand même, je trouve, aidé de m'orienter dans cette situation. Et l'autre côté, les discussions avec l'anthropologue linguiste avec qui je fais beaucoup de recherches sur les représentations du cancer ou les représentations de la survivance du cancer, des choses comme ça, ou de la communication, m'a aussi aidé d'éclaircir un peu cette situation. Voilà, donc je crois que le cas il durera probablement 15 minutes, et après il y a quelques dias pour un enseignement et recherche, et puis on aura du temps sans doute pour discuter. Donc c'est un monsieur qui avait à l'époque, ça date, je crois, 2-3 ans, 44 ans, il est venu, il m'était envoyé par l'ophtalmologie, où on reçoit très rarement des consultes. Il avait un mélanome à l'œil droite, avec comme conséquence que sa vision, suite à des traitements divers, la vision a un tout petit peu baissé, mais c'était pas dramatique, il y avait une hémianopsie, et il y avait une sécheresse de l'œil avec des démangeaisons assez importantes. Et lui, donc il est venu, raison de consultation des angoisses, surtout avant de s'endormir, où il sentait des pics d'angoisse qui prenaient un peu des allures, presque des petites paniques comme ça. Je ne vais pas très longtemps parler de sa psychologie, parce qu'aujourd'hui on parle d'autre chose, mais quand même pour vous donner un peu une image qui était cette personne, donc c'est un monsieur que je trouvais très sensible, un peu... probablement, on peut dire, d'un style d'attachement un peu insécure, dans le sens que assez cynique, un peu misanthrope, comme ça, tout petit peu hautaine dans la relation, mais je trouvais quand même sympathique, parce qu'il avait un certain humour noir sur lequel on pouvait, enfin moi je pouvais le joindre facilement. Mais dans la relation avec moi, il n'a jamais été méprisant, mais dans ses propos qu'il a lancés sur d'autres, sur des médecins, sur ses collègues, sur le travail, etc. Peut-être on peut dire, dans un premier temps, je travaillais bien sûr un peu avec lui sur l'angoisse, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi c'est quand ça devient noir, enfin quand on s'endort, on se sépare, un menace quand même de mort qui planifie un peu, même s'il est considéré comme probabilité d'être guéri, et puis aussi un peu du matériel biographique pour comprendre un peu sa manière d'être dans ce monde. Et effectivement, il décrit
une mère qui était toujours, comme il disait, elle lisait à la longueur des journaux des romans à 3 sous. Et elle était un peu dans un autre monde, elle était toujours un peu dans le romantisme, alors que c'était une famille plutôt pauvre. Le père était complètement effacé, et non existant, et je pense que c'était un milieu pas extrêmement propice pour son développement. Et puis très tôt, il s'est éloigné de ça. Il était très bon à l'école, comme des fois des enfants un peu négligés, qui captent quand même par l'intellectualisation beaucoup de choses. Donc il s'est bien débrouillé, et puis il passait plus tellement de temps à la maison déjà comme garçon. Il avait ses copains et il passait son vie ailleurs. Comme détail, pourquoi on peut penser la famille est un peu perturbée, c'est aussi sa sœur qui occupe une haute fonction dans l'État. Elle habite à 47 ans, toujours à la maison avec ses deux parents. Donc on voit, il y a quand même des problèmes autour du lien. Donc voilà, on s'est relativement bien compris, mais bon, quand même, j'avais l'impression, on tournait un tout petit peu au rond. Et puis là, l'ouverture, je trouvais un peu de l'approfondir sur son vécu corporel. Je trouvais ça quand même apporter un peu de plus. Donc ça fait la question du corps. Le corps, souvent en médecine, il est quand même regardé sous l'aspect des symptômes. Surtout les somaticiens, ils s'intéressent que sur le corps du symptôme. Mais par contre, le corps d'une perspective plus phénoménologique, on interroge rarement nos patients. Moi, personnellement, dans ma clinique, souvent, le corps, pour moi, c'était un truc un peu en annexe. J'essayais, ou bien il était le récipient d'une souffrance, comme dans le trouble somatoforme qui ne peut pas s'exprimer autrement, ou dans la conversion, une manière symbolique d'exprimer des choses du théâtre psychiques qui se jouent sur le théâtre du corps. Mais pour moi, ça n'a jamais joué un très grand rôle dans mes psychothérapies ou dans mes manières de parler avec les gens. Ou sauf pour, de nouveau, avoir un peu une idée, est-ce qu'ils ont des douleurs ou des symptômes. Mais si on regarde maintenant ce corps plus sur une perspective phénoménologique, c'est le premier constat qu'on peut faire que lui, comme nous tous, il était plutôt il avait un corps propre. Ça veut dire c'est le corps qu'on a tous en arrière-fond, qu'on se rend en principe pas compte. On se rend seulement compte de notre corps dès qu'il y a un problème. Par exemple, si je me casse le petit doigt, effectivement, le corps propre vient en devant de la scène, et puis ça devient un corps objectivé parce que tout à coup je me rends compte que j'ai un petit doigt. Autrement, je ne me rends pas compte. C'est ça la question du corps que j'aime et corps que je suis. C'est tellement lié que la plupart du temps, notre corps, il est silencieux et il nous aide simplement à s'orienter dans le monde. Donc ça, c'est un premier... Ça ne pas sous-estimer de devoir vivre avec un corps qui n'est plus un corps propre, mais un corps objectivé. C'est du travail. Si on est soi-même été malade, on peut le comprendre. Si on n'était pas malade, c'est pas si évident comme ça. Donc, surtout avec des personnes, par exemple, qui ont des troubles motrices, etc., où toute la vie devient un travail, parce que justement, ce corps propre sur lequel on se repose tout le temps n'est plus là. Donc ça, c'est une première partie qu'on a un peu discutée aussi, avec le fait que, en principe, l'œil qui est là pour contempler le monde est devenu l'objet de contemplation de lui, parce que ça grattait tout le temps, il fait aussi des mouvements stéréotypés. Donc, l'œil qui a justement la fonction, un des sens les plus importants qu'on a de faire accès au monde, ça se renverse et puis l'œil est regardé. Ça, c'est une première rentrée en matière, et après on a pu approfondir un peu plus dans le sens que si on regarde pourquoi le corps est si important, parce que le corps, à travers les sens, quelque part, il a 3 fonctions. Une, c'est la représentationnelle. Par exemple, je peux mesurer plus ou moins que ça fait 3 mètres jusqu'à chez vous. Donc ça, c'est une fonction purement représentationnelle de l'espace, si on pense à la question de l'œil. Il a aussi, à travers nos sens, on est accès au monde, on peut bouger, mais c'est l'ouverture vers le monde. Et une troisième fonction, peut-être la plus importante, c'est on est affecté par le monde à travers nos sens. Donc, un cerveau sans corps, comme des fois c'est imaginé par certaines personnes maintenant, c'est un peu difficile à vraiment se le représenter. Maintenant, si on reprend ces 3 fonctions chez lui, on peut dire que la fonction représentationnelle de l'œil n'était pas extrêmement dérangée, parce qu'il avait une baisse de vision, mais qui n'était pas dramatique en soi-même, sauf quand même, il avait quand même des troubles d'estimer un peu la profondeur de l'espace.
Et ça ne lui posait pas quand même de problème parce qu'il était plutôt un alpiniste assez... il a besoin les week-ends de s'évader dans cette nature. Et donc, il était quelqu'un, comme il se décrit, comme assez bon alpiniste, avec une certaine insouciance. Et ce problème-là faisait que, il n'était plus alpiniste, il était promeneur en ville, et même en ville, s'il prenait les escaliers de la cathédrale, c'était avec une certaine insécurité. Donc, on voit déjà un élément, à quel point, existentiellement, la question de la représentation changeait un peu ses habitudes. Une deuxième chose, peut-être plus importante, c'est toute la question, pas seulement de la représentation et la fonction pour aller vers le monde, mais c'est tout le changement d'essence, comment ça changeait les dimensions les plus existentielles dans sa vie. Par exemple, la question de l'espace. L'espace, forcément, se rétrécit. Ça a l'air comme ça un peu banal, mais quand même, le fait qu'il avait cette affectation de l'œil faisait que la plupart du temps, il était en arrêt de travail en plus, il se contentait d'être dans son appartement avec des lunettes de soleil en train d'attendre. Donc on voit bien, ça c'est Goldstein, c'est un neurologue allemand qui a écrit ça, que chaque maladie, ça fait un rétrécissement du monde qui est quand même quelque chose ça change la vie, alors que pour peut-être un ophtalmologue, il dit ouais bon, il y a une myopsie, un peu de démangeaison, et puis c'est pas si grave que ça. Aussi son intercorporéité, ça c'est une autre chose que le corps nous guide. On est tous on a un corps pour autrui, mais aussi une intercorporéité a fortement changé parce que, à cause de l'héméanopsie, des fois il rentrait dans des gens. Et déjà vu qu'il était côté un peu misanthrope, méfiant, un peu vite envahi par l'autrui, c'est quelque chose aussi qu'il a dit, avant il se faisait des marchés, les autres gens étaient invisibles de sa manière, et là, les gens ne deviennent pas invisibles, ils deviennent carrément des obstacles sur son chemin. Pas seulement l'espace, l'intercorporité, mais aussi le temps vécu a changé. Il décrit que, par exemple, le matin, il se réveille, il a dit, j'ai un moment de bonheur, et après, ça commence à gratter. Et puis donc, cette démangeaison, il a dit, c'est comme si le temps, c'est un truc gluant, dès que je me réveille, après un moment un peu de repos, ça commence, j'attends pratiquement le soir pour que ça cesse ce problème-là. Donc on voit bien, là aussi, l'axe temporel, l'axe spatial, aller vers le monde, les fonctions représentationnelles, mais la manière comment il est affecté ont beaucoup changé. Même chose avec la lumière, comme j'ai dit, lui qui détestait le côté, la nuit, etc., visiblement il dit il a des anxiétés aussi qui viennent la nuit, mais il recherchait plutôt l'ombre, parce que la lumière était devenue insupportable, d'où ses lunettes de soleil dans son appartement, et des fois même avec les volets fermés. Donc, c'est juste de rentrer un peu dans ces dimensions-là, ce que je veux dire, pourquoi je pense c'est une autre manière que de juste constater un symptôme. Une hémianopsie, c'est autre chose qu'avoir juste un défait à droite. Il décrit, par exemple, pour le bus, il se mettait toujours à côté d'un poteau, parce que comme ça, sa côté droite était sécurisée. Donc, la côté droite est devenue comme ce qui était derrière, et on vit ce qui est derrière nous quand même différemment que les devant nous. Donc de rentrer dans ce monde, je pense que ça donne quelque part une image de cette personne qui est pas seulement un anxieux qui est sous la menace de mort ou qui a un problème d'attachement et qui flambe parce qu'il doit s'appuyer sur des soignants et puis vu qu'elle est insécure dans les relations, ça lui fout de la pression et de l'angoisse. Ça complète quand même aussi par une sorte de compréhension aussi de l'homme, mais pas seulement de l'homme psychopathologique, mais de l'homme qui a subi une maladie et qui le positionne différemment dans le monde. Deuxièmement, ça donne aussi une autre lecture de l'angoisse, dans le sens que cet homme a quand même passé de l'insouciance à l'insécurité, de l'espace investi dans un espace rétréci, d'une attirance vers la lumière et les auteurs vers quelque chose de l'ordre du sombre, et puis aussi de l'ignorance de l'autrui ou une certaine presque mépris pour l'autrui vers quelque chose où il devient dépendant d'autrui et en plus autrui devient imprévisible puisqu'il a du mal à s'orienter. Donc si on voit ce côté-là aussi, on peut comprendre les angoisses plutôt quelque chose comme d'ordre anthropologique et pas forcément psychopathologique.
Et puis, un troisième point où je trouve c'est aussi précieux, c'est parce que quelque part, en parlant avec lui comme ça, j'avais pas l'impression qu'il est en face de moi, mais j'étais plutôt un peu à côté de lui, en train de regarder avec lui quelles conséquences dans sa vie est là. Donc, d'un côté, je sors aussi de ce cabinet avec lui et je rentre un peu dans sa continuité. Et je pense que c'est tous ces facteurs qui ne peuvent que renforcer l'alliance thérapeutique, parce que l'alliance thérapeutique, il n'y a pas mieux que se sentir un tout petit peu compris, parce que disait Winnicott, je ne peux pas enlever le destin du dos de mes patients, mais en m'approchant un tout petit peu dans leur expérience et leur vécu, bah, ils sont un peu moins seuls. Et c'est ça que peut-être qu'on peut faire, même dans des situations extrêmes. C'est aussi ça que décrit la Croix-Rouge, les prisons. C'est ces facteurs-là. C'est juste essayer de quelqu'un qui regarde, qu'on témoigne, au moins quelqu'un qui écoute. Et je pense que cette dimension corporelle dans notre thérapie était importante, parce que je trouve il s'est quand même beaucoup calmé autour de cette investigation aussi un peu phénoménologique du corps. Donc ça, c'était, je pense, où mon regard sur le corps a beaucoup changé en travaillant avec ces philosophes qui, moi, personnellement, il m'a ouvert un peu les yeux sur une autre manière de concevoir le corps dans la psychothérapie que j'avais auparavant. Une deuxième chose, le deuxième chapitre que je voudrais aborder, c'est la question un peu plus sociologique de la maladie. Il y avait un épisode avec lui où il devait décider, ophtalmologue a dit qu'il pourrait aller au Paul Scherrer Institut près de Zurich pour des protons, je sais pas quoi, un traitement qu'on peut prendre ou pas. C'est une option thérapeutique, et vu qu'on est dans une sorte de shared decision making, elle dit, ben voilà, ça c'est les options, vous choisissez. Et c'est là royalement irrité. Alors on peut dire, bon, pourquoi cet homme devrait s'irriter, il a des choix, ben, il est pris au sérieux. Et je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Bien sûr, il n'est pas quelqu'un qui fait facilement confiance à autrui et donc aussi aux médecins. Et donc on aurait pu penser, bon, peut-être que si c'est lui qui prend la décision, c'est sans doute mieux. Mais en même temps, ça montre aussi, à mon avis, on peut aussi avoir une lecture un peu plus socio-historique pour un peu regarder, mais qu'est-ce qui se passe avec le changement un peu dans notre clinique. Quand moi je faisais l'oncologie, justement, bon, ça fait maintenant 30 ans, nos patients étaient des patients silencieux, pour différentes raisons. Ils étaient ou pétrifiés de l'angoisse parce qu'ils savaient qu'ils meurent, ou bien ils étaient honteux. Je me rappelle beaucoup des situations de cancer du sein, amputation, où les femmes ne parlaient pas de ça, et la honte, ça ferme la bouche, quoi, parce que le sentiment d'être différent, et on se cache. Et donc, nous, on ne parlait pas tellement avec les patients, on passait, et puis on était content qu'ils disaient rien, parce qu'on ne savait pas quoi faire et quoi dire, et puis eux, ils nous protégeaient parce qu'ils sentaient ça. Ça a radicalement changé, parce que, bien sûr, pas seulement à cause des progrès thérapeutiques qui existent, mais on a aujourd'hui des nouvelles figures de patients. On n'a pas le patient honteux, on a le patient revendicateur, on a le patient partenaire, on a le patient Internet informed, on a le patient qui partage les décisions, etc. Donc il y a eu des mutations du côté des patients, et il y a eu aussi en même temps des mutations des médecins. Tu as fait allusion, je fais beaucoup de cours autour de la communication médecin-malade, et là, il y a vraiment eu des changements. Maintenant, je vois des jeunes collègues qui sont vraiment, pas seulement dans une mode de décision partagée, je crois qu'ils vont un peu plus loin. Ils disent, ça, c'est les options, choisissez, revenez quand vous êtes décidé. Et c'est presque, je caricature un peu, mais c'est un transfert de responsabilité qui se passe. Parce qu'on peut partager la décision, mais la responsabilité, à mon avis, devrait être sur le côté du médecin. Pour différentes raisons, parce qu'il détient un certain savoir et pouvoir, aussi pour des raisons un peu de transfert, dans le sens, les patients sont quand même dans une vulnérabilité, même si on a l'empowerment et tous ces mots qui circulent. Si on est malade, surtout si on est menacé de mort, on est quand même dans une position où on est un tout petit peu régressé, et puis on attend que l'autre nous aide. Et donc, d'ailleurs, c'est Olivier Lamy, je sais pas si tu connais, c'est un interniste au CHUV, il a récemment dit, je trouvais ça très bien, il a dit, s'il y a une décision difficile à faire avec une famille autour d'un traitement, le proche va très mal et la famille doit décider,
bah, il les écoute, il donne des options thérapeutiques. Quand vraiment le choix est fait par la famille, il dit, écoutez, moi je vais aussi dans votre sens, mais c'est moi qui assume. Donc c'est moi qui décide, pas vous. Et si ça foire, c'est aussi moi qui assume la responsabilité. Que je trouve, c'est une autre manière de juste dire, vous décidez et vous me dites après le résultat de vos décisions. Donc, mais je vois que ce transfert de responsabilité, et on peut le lire aussi dans un sens que moi je le vis dans des institutions maintenant depuis un certain moment, ce transfert de responsabilité pour des décisions qui sont faites je ne sais pas où, ils arrivent à la fin relativement bien à le pousser vers le bas de l'hierarchie. Et ça s'inscrit peut-être dans une évolution sociétale un peu plus grande. Il y a un livre de Boltanski et Cervello, Le nouveau esprit du capitalisme, où il dessine un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce capitalisme, où on a eu aussi des mutations du père patron, qui bien sûr pouvait être difficile à supporter comme autorité, mais où on pouvait au moins quand même accrocher une certaine responsabilité. Celui-là était succédé par le directeur salarié, où on est déjà dans une autre, on n'est plus dans le patronage familial, avec un certain regard sur ses ouvriers, on est déjà dans quelque chose de l'ordre du salarié, et puis ensuite, effectivement, par une management, par des flat hiérarchies, mais en même temps, des décisions qui sont prises plus du tout complètement détachées du lieu de la production, d'où la décision sur des délocalisations, où on ne sait même pas qui prend ces décisions. J'étais récemment à Heidelberg, il y a une grande clinique psychosomatique, ils ont 2 unités de lit. Le chef m'a dit, il reçoit un coup de fil d'un type qu'il ne connaît pas et qui dit, on va fermer une de vos unités. Il a dit, mais vous êtes qui? Et il a dit, bah, moi je suis le responsable de ça et ça. Il a dit, mais je ne vous ai jamais rencontré. Il dit, bah, c'est pas étonnant, moi je suis à Stuttgart, je ne suis pas à Heidelberg. Donc, lui, il a dit, mais on a vu sur le business plan que ça rapporte vraiment rien, on va la remplacer par l'archéologie invasive ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un peu ce rapport-là où à la fin on a l'impression, et lui il va dire, mais c'est même pas ma décision, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, etc. Mais c'est un peu ce qu'on a l'impression, on peut dire, peut-être en médecine, on assiste aussi à quelque chose de cet ordre-là, mais dans le rapport avec le patient, où, fin compte, de transfert de responsabilité, non-acceptation du transfert du patient, un transfert de responsabilité vers lui. Et une autre lecture, bien sûr, c'est peut-être vous connaissez le livre de Ehrenberg, La fatigue d'être soi, où il disait que au début du XXe siècle, on avait beaucoup de pathologies de l'anxiété parce qu'on était face à l'autorité. La transgression fait des pathologies de l'anxiété, comme le syndrome de conversion, etc., où on fait un peu, mais on ne fait pas jusqu'au bout. Et donc, il a dit, mais avec les 68, où les hiérarchies tombent, les pères disparaissent, etc., on est quelque part, donc plutôt des pathologies de l'épuisement, donc burn-out, dépression, etc., parce que, fin compte, ok, on n'a plus personne qui nous dit ce qu'on a à faire ou ce qu'on n'a pas à faire, donc on a gagné en liberté, mais on a gagné beaucoup en responsabilité sur nous, parce que si ça foire, on ne peut plus dire c'est papa qui a fait ou qui n'a pas fait, mais c'est moi qui dois assumer. Et ça, pour certaines personnes, bien sûr, c'est quelque chose qui peut augmenter énormément la pression. Avec cette lecture-là, je pense on peut aussi, ce que j'ai essayé à restituer à lui, de son irritation autour de cette décision qu'il devrait prendre, je ne l'ai pas vu que comme quelque chose étonnant ou qui s'inscrit dans son problématique de lien, mais plutôt comme peut-être une réaction assez saine que lui qui est sous pression psychologiquement, qui est sous pression physiquement, qui doit faire face à tous ces changements, peut-être c'est le moment où c'est pas à lui de décider cette question, ou en tout cas qu'il aurait pu attendre un peu plus de guidance dans ce moment-là. Et je pense que c'est aussi quelque chose, les patients aujourd'hui, de mon expérience dans l'hôpital, certes, il y a plus de liberté, et un peu plus ce qui est tout à fait bien, hein, moi je trouve que c'est des bonnes évolutions, mais en même temps, il y a beaucoup de prescriptions. Hein. Le patient aujourd'hui, il doit décider, il doit pouvoir parler de ses émotions, il doit se préparer pour la mort, il doit faire des directives antisédatifs, il doit réussir son décès. Enfin, il y a quand même beaucoup de prescriptions et des injonctions que comment on doit être comme patient. C'est ici un joli,
des unfinished business, ça c'est bien des États-Unis. Donc, les patients en soins palliatifs, on me demande, mais est-ce que vous avez des choses encore à régler? Jusque des patients qui nous demandent, mais il y a des gens qui me disent des choses à régler, mais je n'ai pas compris ce que j'ai à régler. Donc, c'est devient aussi une sorte de standard dont tout le monde doit encore régler des choses, parce qu'il faut régler des choses avant de mourir. Donc, ça donne un peu une autre lecture sur ce que ce monsieur a eu comme phénomène, et je pourrais finir là avec la vignette clinique pour dire, certes, nous ne sommes pas en liaison, nous ne sommes pas des médecins somaticiens, mais nous rencontrons des gens qui ont un corps, nous ne sommes pas des sociologues, mais nous rencontrons quand même des êtres qui sont des êtres sociaux et qui s'inscrivent dans un certain moment historique et social de l'ère du temps. Et pour certains, comme pour ce monsieur-là, peut-être il était peut-être la prochaine génération, aucun problème de répondre sur un arbre, oui ou non, tel était le traitement, mais lui, il est quand même encore un peu de cette génération qui probablement comprend un peu le rapport avec la médecine un peu différent que ça va être le cas d'ici là quelques années. Voilà, donc c'est un peu ça que je pense, l'apport des sciences sociales pour la clinique. À mon avis, il est là, enfin, je pense élargir, ouvrir un peu le porte vers le social et regarder un peu ce corps, en tout cas pour la liaison avec la vie primordiale. Et si vous êtes d'accord, on peut enchaîner pour dire un peu... Ah, super. Parfait. Alors, je vais juste vous montrer un peu une survol, quel genre de... Peut-être quel genre de... Où dans l'enseignement prégrade, on arrive un peu à caser ces idées, et puis vous montrer quelques recherches qu'on fait, qui, certains sont peut-être, comment dire, un peu fondamentales, dans le sens, ils n'ont pas une application directe pour la clinique, et d'autres où on voit quand même une utilité assez proche de la clinique. Alors là, on a fait le corps, donc pour l'enseignement, ça va vite. Oui, il y a différents moments dans les études de médecine où on peut un peu élargir la vue, comme je l'ai fait maintenant. Là, c'est le B1, c'est l'enseignement des sciences humaines, c'est 20% en première année. Donc là, c'est un enseignement vraiment multiperspectif où il y a toutes sortes de gens, des sociologues, des historiens, etc. Je pense la communication au milieu social que nous couvrons, c'est 8 heures dans le B1, Bachelor 1. Là, on peut vraiment avoir une vision un peu plus large. On parle aussi des figures de patients, des figures de médecins en mutation, des choses comme ça. On est dans l'immersion communautaire où aussi ces aspects sont traités. Santé, processus migratoire et diversité, c'est un autre endroit. Disparité en santé, ça se prête, bien sûr, c'est avec Bodeman, des populations vulnérables, où ces dimensions sociales sont clairement existantes. Recherche en communication et sciences humaines, ça c'est un cours, c'est des cours options ou des séminaires options. Réflexion autour d'une collaboration, c'est des séminaires où on est ensemble entre psychiatres et des personnes issues des sciences sociales. Le cours sur la sexualité que je donne, c'est aussi un endroit où on peut très bien ouvrir sur qu'est-ce que c'est la sexualité comme construction sociale. Les patients stigmatisés, nouvelles figures de patients, nouvelles figures de médecins, et transplantation éthique où il y a beaucoup de questions sociétales qu'on peut traiter. Donc dans le prégradué, on a des possibilités de temps en temps rappeler ces dimensions-là, et dans le postgradué, on a un séminaire mensuel où on se rassemble tout, enfin des collaborateurs internes, des fois il y a aussi de l'externe qui vient. Ça c'est un moment entre psychiatres et sciences sociales qui est très apprécié. Et des fois, bien sûr, on a des liens avec nos collègues ou des invitations. Dans l'enseignement, je pense il y a encore pas seulement de choses à penser. Là, c'est un peu inséré où on peut, mais il n'y a peut-être pas une ligne directrice encore plus longue. L'autre chose, c'est la recherche. Nous, on définit une recherche, c'est pas la thématique qui fait que c'est une recherche qu'on appelle sciences sociales et humaines, mais c'est plutôt une recherche interdisciplinaire où il y a d'emblée un regard méthodologique où il y a deux disciplines, alors philosophe et psychiatre, ou psychiatre, psychologue et sociologue, etc. Donc, où vraiment l'échange des savoirs et les apports que nous en avons dans nos corbeilles, quelque part, sont mis ensemble, et aussi les articles qu'on classifie un peu dans ces rubriques-là,
c'est vraiment des choses qu'on écrit ensemble, pas juste la thématique qui définit ces activités. Je vous donne juste des exemples des thèses qu'on a réalisées. Une, c'est une thèse avec un sociologue que j'ai réalisée avec de Madame Schad, qui est la responsable de la communication au CHUV. Elle a fait une thèse sur l'espace patient proche, qui est un espace de doléances pour les proches et les patients. Et bon, ça c'est, à mon avis, c'est surtout une question aussi du management, parce que comme ça on évite que les choses vont un peu plus loin. Ça a un effet certes bénéfique pour les patients, je pense, mais il faut aussi voir que ça a un certain fallout sur les médecins qui font objet de doléances et c'est pas vécu si bien. Et moi, je trouve, si une des choses nos hôpitaux modernes devraient faire attention, c'est il faut faire, bon, à la fois, il faut bien traiter les personnes qui y travaillent. Et si on n'a qu'une instance pour le patient comme ça peut faire certaines problématiques. Une autre, c'est Carlo Dell'Inocci qui a fait un travail sur la défense d'un invalide dans l'ancien grec, et il a mis ça en jeu, pas du tout en analogie, mais en jeu avec le trouble somatoforme aujourd'hui, comment il est traité par la révision de la vie qui ont récemment eu lieu. C'est une longue thèse parce qu'il a dû faire une traduction de textes anciens avec un commentaire psychiatrique et historique avec Vincent Barras. Et Vincent Barras est très pointilleux, donc ça a duré longtemps, mais c'est fini maintenant. Ou par exemple, ce que tu venais de dire, dans le cadre de Madame Pittet, elle a fait un travail sur l'intéressement aux médicaments, donc comment les boîtes pharmaceutiques pensent et la vente de leurs médicaments, surtout autour du délégué médical, qui est un peu un anachronisme, parce que quand moi j'étais petit, il venait des gens à la porte avec des trucs, des produits pour nettoyer des chaussures, tout ça, ça a disparu. Mais le délégué médical, lui, il y a encore, donc ils ont trouvé ça intéressant de regarder, mais qu'est-ce qu'il fait le délégué médical, comment il se voit. Donc. Et dedans, il y avait aussi un petit article sur les opinion leaders qui font bien sûr partie de cet univers-là. Bon, je vais parler dans le détail, mais ça vous donne un peu, voilà, Vikretowicz, c'est le philosophe sur la perspective phénoménologique, et Sarara qui fait un texte sur quelque chose qui nous intéresse, la difficulté d'implémentation des sciences humaines. Donc ça, c'est des thèses en sciences de la vie, c'est plutôt des thèses assez longues. On fait quelques thèses en médecine aussi qui qualifient pour ça. Donc ça, c'est typiquement quelque chose un peu plus fondamental dans le sens... le premier, la construction de l'identité sexuée, ça c'est quelque chose de cliniquement utile, parce que souvent on est avec les personnes transgenres qui nous sortent un truc un peu narratif très stéréotypé pour nous persuader qu'on rentre en matière, ça je peux tout à fait comprendre, mais des fois avec des narratifs qui sont pas possibles si on connaît les développements de la sexualité des enfants. Donc ça, je trouve que c'est encore proche clinique, mais elle qui fait sur la même cohorte, c'est le choix du prénom des transgenres, c'est les seules personnes qui choisissent eux-mêmes le nom, sauf les artistes qui choisissent aussi leur nom, mais ça c'est un peu quand même un peu différent. Et donc, comment ils choisissent leur nom? Parce que dans la vie courante, il y a 5-6 apports pour choisir le nom. C'est la question de la religion, la Bible, une source, la famille, des rencontres, des trucs fantaisistes, et puis encore une 5e catégorie, une 6e. Mais il n'y a pas... Le registre où on choisit est relativement restreint. Et donc, nous, ça nous a intéressé. Il y a une seule personne qui a un léger retard mental, je crois. C'est la seule qui a demandé les parents de rechoisir un nom. Tous les autres ont choisi eux-mêmes. C'est assez intéressant. C'est lui avec le retard mental. C'est pourquoi pas demander les parents de choisir un autre nom. Voilà. Donc, ou, par exemple, bon, là, on est dans des thèmes plus transculturels, puis là aussi avec Oreste Weber. Donc ça, c'est des exemples de thèses en médecine. On fait aussi pas seulement de travaux de master. Je vous donne peut-être juste un peu. Celui-là, qu'on a bien aimé, c'est de quoi rêvent les étudiants en médecine. Parce que on voulait faire de quoi rêvent des collaborateurs du CHUV. Et ça a commencé, mais c'était très compliqué. C'était une femme grecque qui a voulu faire la thèse, elle est retournée en Grèce. Donc on ne pouvait pas le faire. Mais ça aurait été, je trouve, plus intéressant. On a demandé les étudiants en médecine, ce qu'ils rêvent, ils rêvent de performance, examen. Ça, c'est les thèmes qui circulent.
Ils ne rêvent pas de pas les rêves, pas les daydreams. Non, non, c'est les night dreams, ou les nightmares des étudiants. Donc, qui est effectivement, et ce qui est intéressant, à travers tous les couches des étudiants, c'est pas la première année qui est très éliminatoire et qui est vécue souvent vraiment avec beaucoup de stress, là, vraiment. Mais même après, ça se persécute sur toutes les années. Et on l'a répliqué à Fribourg, maintenant, on n'a pas encore les résultats, parce qu'à Fribourg, c'est un autre climat. J'ai enseigné à Fribourg, et comme tous les enseignants, ils disent, les étudiants sont beaucoup plus calmes, plus libres, parce qu'il y a les sélections avant, il y a peu de gens qui ratent la première année, et eux, ils demandent par exemple beaucoup de questions qui n'ont rien à voir avec les examens, juste par intérêt. Et on est dans une autre monde. Et en plus, des fois aussi, vu qu'ils viennent de toutes sortes de coins de la Suisse, ils sont assez motivés. Les parents payent, et des fois c'est des régions rurales et tout ça, donc à Lausanne, on a l'impression des fois un peu certains standards de vie qui est, voilà. Donc, on veut voir si les Fribourgeois, les étudiants, ils ont autant de rêves autour de la performance. Il y a très peu qui sont influencés, des fois un tout petit peu par le module d'enseignement, surtout le module mère-bébé. Ça fait un certain effet dans les rêves, surtout des femmes. Mais le reste, c'est donc on voit bien la continuité de la journée qui se transverse dans la rêve. Donc, pour vous donner un cours, qu'est-ce qu'on a, bon, dans vos thèmes, vous avez pu peut-être voir. Voilà, et peut-être... Oui, disons, j'ai essayé un peu de résumer, là je termine avec ça. Quels sont nos thèmes dans les recherches? Peut-être ça a l'air un peu aller dans tous les sens, mais si on regarde tout les dernières années, il y a une ligne, c'est le regard historique, socio-anthropologique, philosophique, linguistique sur qu'est-ce que c'est notre clinique, qu'est-ce qu'on fait en médecine. On croit, on fait de la médecine, bien sûr, avec le discours autour de evidence-based, on a l'impression qu'on ne fait que de la science, appliquer la science, mais il se passe bien sûr beaucoup d'autres choses dans cette clinique-là, donc ça c'est un thème qui nous intéresse. La transformation des patients et de la médecine, par exemple, une thème qui maintenant nous intéresse beaucoup, c'est la survivance du cancer. Ça c'est des figures qui sont investis, c'est souvent d'une manière héroïque et avec aussi beaucoup de prescriptions sur qu'est-ce que c'est un survivant. On a vu avec John McCain combien de gens lui ont dit qu'il doit fighting et il a gagné en Vietnam, tu vas gagner contre le cancer. Il y a un type qui a fait un article dans le New York Times qui a dit si tu n'as pas envie de battre John McCain, tu as le droit aussi. Donc, mais ça, c'est des voix de minorité. Tout le reste était dans un discours autour de la survivance. Donc ça, c'est une autre étude sur la communication médecin-malade. Bien sûr, ça nous intéresse avec ces changements ici qui se déclinent après dans la communication. Et puis oui, cette question de discours dominant sur certaines thématiques, soit en psychiatrie, mais plutôt en médecine qui existent, quels sont les discours dominants, comment ils se construisent, et quels sont les discours minoritaires qu'on essaie de pousser vers le bas. Voilà, je pense que c'est un peu ça que je voulais vous dire. Donc, peut-être vous comprendre. Alors, impressionnant. Oui, merci. En tout cas, une bonne présentation originale. Moi, je me demandais quels étaient, par exemple, 3 exemples de discours dominants de la médecine actuellement. Peut-être c'est un peu difficile de dire de la médecine en général, mais disons, ce que les médecins perçoivent, ça je peux vous dire empiriquement, c'est surtout une attitude très ambivalente dans la médecine. D'un côté, il y a des attentes relativement hautes, on peut régler pratiquement tout, et en même temps, il y a quand même une méfiance qu'ils ne font pas assez. Et cette double, ça c'était pas comme ça il y a 30 ans. 30 ans, on faisait toujours tout bien, même si tout était faux. Donc ça quand même... Mais il y a 20 ans, on nous a dit qu'il fallait prendre une assurance juridique, c'était quand même plus prudent. Je me souviens de ça. Oui. L'institution nous a demandé de nous assurer. Oui. Ça a été pour moi un tournant. Oui, absolument. C'est un symptôme du tournant. Oui. Bah, disons ça c'est ce que les médecins ils vivent. Après, par exemple, vous avez des discours dominants sur la survivance, c'est quelqu'un héroïque qui a pris son destin dans la main et qui survit. Les gens qui
souvent, ou bien il redevient normal, ou bien mieux. Donc il se transforme de passion. Et ça, c'est un discours qui est beaucoup aux États-Unis. Il y a même en psychiatrie des liaisons des gens qui font des interventions qu'ils appellent Teachable Moment Intervention. Ça veut dire, dans le cancer, tu es un peu au bout de souffle et on dit, bon, c'est le moment de changer de lifestyle, un peu trop, dans 10 kilos de moins, arrêtez de fumer, plus boire, et peut-être aussi, point de vue psychologique, vous pouvez un peu vous armer un peu mieux, c'est le moment, et ils font ça systématique. Hein. Hein? Depuis l'Alzheimer, en passant par le mal au pied, mais ce discours-là, par exemple, il est très dominant. Donc, le cancer n'est plus un traumatisme, mais c'est un moment to growth, post-traumatic growth. Et Kirsten Bell, qui vient la semaine prochaine nous visiter, elle a fait une analyse du discours des oncologues dans une conférence sur la survivante, et elle lit ça à une stratégie géopolitique plus globale. Ça veut dire qu'on peut détruire quelque chose parce qu'on fera mieux après. Par exemple, l'Irak, on va apporter la démocratie, donc il n'y a pas de problème d'intervenir, qui forcément ne marche pas. Et ces mouvements en cancérologie, il y avait déjà dans les années 80, 90, par exemple, des gens qui disaient c'est un growing experience, si vous arrivez à vous aimer un peu plus, vous allez vous en sortir. Et moi, j'ai vu à l'époque aux États-Unis des gens qui lisaient ces livres et qui disaient, mais en fait, sous progression de leur cancer, en plus, je ne sais même pas m'aimer. Donc, les losers de cette histoire, ils sont vraiment des losers. Et puis les autres, c'est des... Et donc, c'est des figures comme ça qu'on appelle aussi sous l'appellation Shiro, parce que c'est le cancer du sein qui est un peu le paradigme pour ça, où il y a beaucoup de discours autour du cancer du sein, avec quelques discours minoritaires. Ça, c'est des exemples. Et on voit aussi ce discours-là, il est aussi un discours qui draine beaucoup de l'argent. Par exemple, le cancer du sein, il reçoit 20 fois plus de prix pour de la recherche que d'autres. Il y a clairement une sorte de hiérarchisation. Un des pires, c'est le cancer du poumon lié à la fumée, c'est clair. Donc là, c'est quand même, il y a un discours. Ouais, mérité. Ouais. On exagère un peu, mais quand même. Donc, ces discours, ils circulent. Hein. Mais il y a toutes sortes de discours qui circulent, que le génétique est plus intéressant que le social. Par exemple, Burnier, qui est notre hypertensiologue, il a dit oui, tous les discours sur l'hypertension et la médecine de personnalité, c'est sympa, mais en attendant, il y a 50% de mes patients, ils ne prennent pas les médicaments, et pour des raisons psychosociales. Et cela me préoccupe actuellement un peu plus que si un jour on trouve un molécule. Donc il y a partout. Donc voilà, donc ça c'est un peu des exemples. Hein. Et ils influencent quand même notre manière de voir les choses. Hein. Ces discours créent une réalité, d'une manière ou d'une autre. Hein. Et pour nos patients aussi. Une chose qui m'avait frappé dans le discours autour du patient, c'est le rétrécissement du monde. C'est pas quelque chose qui nous... Voyez aussi. Oui, c'est le principal problème. Oui. En oncologie, vous l'élargissez comment? Je pense que l'élargissement, on ne peut que l'avoir sur le niveau symbolique ou psychologique. On n'a pas d'autre possibilité. C'est une des choses que je pense, pour reparler de la médecine moderne, je connais relativement bien les soins palliatifs. Eux, ils essayent d'élargir, par exemple, par des mouvements très concrets. On le transporte jusqu'au lac, il retourne alors qu'il est complètement grabataire. Et c'est comme si on peut que, dans la concrétitude totale, ouvrir cet espace-là. Il y avait à l'époque Patrice Gay qui était à un congrès des soins palliatifs où ils ont montré un film où ils ont apporté un cheval, quelqu'un qui était mourant. Et puis il a dit, non mais bon, vous avez vu les yeux de la fille, qui était une jeune qui devait mourir, quand le cheval n'était plus là, elle était brisée. Et elle dit, pourquoi vous mettez, au lieu d'apporter ce cheval, pourquoi vous ne parlez pas avec elle de ce cheval et qu'est-ce qu'elle a vécu avec ce cheval? Et il a dit, il me manquait un peu du cheval dans l'air, dans cette et il était hué et presque foutu à la porte tellement il était un peu à l'encontre avec cette idée. Donc moi je pense qu'on peut élargir avec l'espace psychique. C'est autrement...
c'est une passion, par exemple, qui a nous, on a un avantage. Mais, disons, moi je vois quand même un truc un peu compliqué à proposer d'élargir l'espace psychique, je suis entièrement d'accord, hein, histoire de développer un peu la couche fantasmatique et des thérapeutes et des patients, avec des jeunes thérapeutes qui sont tellement traumatisés par les exigences des examens qu'ils ne font plus de rêveries, mais que des cauchemars traumatiques sur les examens et les performances et des choses comme ça. Non, mais je pense... Là, je suis d'accord, hein, mais disons, il y a peut-être quelque chose aussi à repenser dans la façon dont on envisage simplement le travail. Ah ben moi, je pense... Pour moi, c'est là où ça touche à la sociologie. Oui. Ah oui, non, mais pour moi... D'ailleurs, je veux partir en vacances. Non, mais moi, je pense qu'ils vont veut faire quelque chose du bien dans un hôpital, pour les patients et pour les gens qui travaillent, c'est arrêter trop de pression. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me paraît d'une évidence, mais c'est pas comme ça que c'est vu ou que ça se passe. Mais je suis totalement d'accord. On ne peut pas rêver si on a la tête pleine d'autres choses. Les injonctions de tous les jours, les choses qui circulent, c'est un peu difficile. Finalement, il y a un rétrécissement de l'espace aussi. Oui. Ah oui, exactement. Non, mais moi je trouve, maintenant c'est vraiment patient, soignant, même combat, franchement. On a tous les deux les mêmes intérêts. Mais ça, j'ai des collègues de l'Allemagne qui disent ils ont vécu ça en Allemagne, la vague, et elle est en train d'arriver chez vous maintenant. Peut-être même déjà depuis 3 ans, 5, 10, plus. Mais ils disent le futur va être un peu comme en Allemagne. Ah, il y a des gens qui prétendent que c'est super bien en Allemagne, mais c'est pas ce qu'on entend quand on est là. Je crois que les soins sont garantis, ça c'est pas le problème. Mais les gens, ils souffrent à l'hôpital s'ils font soin. Les médecins surtout. Beaucoup de pression sur eux. L'autre question que j'avais, c'est la plupart de la formation que vous proposez est en prégrade. C'est pas trop tôt, mais c'est plutôt plus tard qu'on s'aperçoit que c'est important. Oui. Non, mais c'est vrai que mais c'est des petits bouts, hein. Je veux dire, c'est pas des cours extraordinaires. C'est des petits bouts où on élargit un peu la vue. C'est pas des cours que sur ça. Ça c'est un. Mais l'autre chose, c'est que, et ça rejoint ce que vous avez dit. Par exemple, pour la transplantation, quand je parle de l'aspect sociétal, bon, il y a certains qui aiment ça, puis on voit dans le jeu, et d'autres ils me haïssent. Donc, parce que franchement, ils disent, ce type, il me complique déjà la vie. Alors, c'est déjà le rein, le machin, et maintenant, il vient et il ajoute une couche, alors que il n'y a même pas un examen, donc ça va. Mais c'est un peu comme ma fille quand elle avait 11 ans, et elle devait avoir quelque chose au-delà de ce qu'elle devait apprendre. Non, c'est pas, j'ai pas besoin d'apprendre ça. Donc, ils sont un peu dans cette mouvance que et donc, des fois, ils disent, ou sur la sexualité, mais pourquoi ici? Enfin, je sens un peu ça, mais après, c'est aussi pour ceux qui sont un peu ouverts contre ces choses. Mais il n'y a pas des examens, je veux dire, c'est juste des idées qui circulent. Non, mais la question est comment l'amener pour que ça motive aussi. Oui. Parce que je les comprends. Oui. Dans le cursus post-grade, on a parfois ils ne viennent pas, ou c'est vraiment pas ce qui intéresse. Ce qui tombe en premier quand il faut faire de la place pour les neurosciences. Hier, on avait un symposium que je trouvais vraiment intéressant, qui s'appelait Médecine et pouvoir. Tu sais, ces trucs le mardi après-midi sponsorisés. Oui. D'habitude, il y a 80 personnes comme ça. On était 15. Hein. Et il y avait M. Wolf, le pénitentiaire, qui est venu, il y avait un philosophe de Lyon, et il y avait une sociologue, Christina Ferreira, qui est venue, qui a fait un très bon travail sur la raisonnabilité. On était 15 sur ce genre de livre. Ah ouais. Oui, mais vous étiez tous des seniors. Oui, en plus, il n'y avait aucun assistant. Ouais. Parce qu'on avait fait l'année dernière un symposium du genre au congrès de psychiatrie et la salle était pleine. Non, mais c'est en allemand, peut-être ça aussi.
Mais je suis d'accord avec toi, il faut pas qu'ils vivent ça comme un burden, mais il n'y a pas d'examen autour. Hein. C'est pour ça, c'est juste des ouvertures pour dire, voyez, ça, on peut le penser un tout petit peu différent encore. Mais certains, ça les intéresse pas trop. Mais tous les matières, c'est comme ça. Je reviens sur la question, mais comment est-ce qu'on peut élargir, à part l'élargissement psychologique? Ça, je veux bien. Nous, ce qu'on essaye de faire, une des idées est que une maladie, quelle qu'elle soit, elle diminue les possibilités. Donc, il faut en trouver d'autres. Ouais. Mais pas toujours possible. Ouais, ben chez vous, ils sont emprisonnés, les gens, dans oui. Comme tu es emprisonné dans ton cancer. Pardon. Tu peux potentiellement être. Oui. C'est pas l'addiction en soi qui diminue l'emprisonnement. Oui. C'est ce que l'individu en fait. Absolument. Bah, c'est ou à l'hôpital aussi. À l'hôpital, tout est réglé par l'externe. Hein. Quand vous devez vous coucher, quand vous devez manger, la température de la chambre, l'espace qui est à disposition. Il y a une ségrégation entre médecins et patients. On ne mange pas aux mêmes endroits, etc. Tout est réglé. Tout est codifié. Les prisons sont relativement similaires. Et quand on regarde les souffrances des prisonniers, ils tournent autour de ces questions une perte d'autonomie le plus élémentaire que tout le monde a. On n'a plus. Par exemple, en France, il y avait un type dans les années 70, il était libéré après je ne sais pas combien, des années, et il me demandait qu'est-ce que vous manquez le plus. Il pensait la télé, par exemple. Il a dit d'avoir ma propre montre. Ça, tout le temps, rien que ça, avoir ça aurait déjà été ça, il a dit, si j'avais ma propre montre. Alors que tout est synchronisé d'ailleurs. Hein, et dans les hôpitaux, c'est un peu ça aussi. On sous-estime des fois un peu ce que ça veut dire d'être hospitalisé. On essaye parfois de l'éliminer, mais qu'est-ce que c'est difficile. Ouais. Après, c'est aussi la question des nouveaux équilibres que les gens y trouvent, même si c'est dans une sorte de distorsion, comment ils habitent leur nouvelle situation. Mais c'est pas, disons, souvent les gens, ils sont dans une nouvelle configuration, mais peut-être pas que souffrance toujours. Comment je peux m'expliquer? C'est un peu flou là ce que j'ai dit, mais oui, peut-être. Ce que j'observe souvent en liaison, c'est des fois ce qui pose plus de problèmes, c'est pas forcément où ils sont, mais l'attente d'être comme avant, alors qu'on est différent. Et cette attente, ça crée des fois des tensions énormes, qui est presque pire que la situation dans laquelle ils sont. Je ne sais pas si je... C'est toujours être dans cette dynamique de vouloir pas être... Ce qu'on voit aussi des fois avec le social, par exemple, si on regarde ce qui se passe sur Facebook, tout le monde, la grande majorité, est heureux et super et tout. Et des fois, pour des gens, ils se comparent avec ça. C'est là le gap. C'est pas qu'ils sont malheureux, mais on a l'impression que les autres sont un peu plus heureux. Et ce qui est douloureux, c'est pas qu'on est malheureux, mais comme quelqu'un m'a dit texto, ce qui est douloureux, c'est que les autres s'aperçoivent que je suis malheureux. Alors que je voudrais qu'ils pensent que je suis heureux pour eux. Alors que je ne le suis pas. Alors ça, c'est quand même des tensions énormes internes. Avec cela, on peut travailler quand même. Il y a une fois une dame, quand je parlais autour de ça, elle me disait « Mais monsieur Stiefel, 97% du monde pense comme je vous ai dit. Et pas comme je dis, si vous voulez continuer, la porte est là, vous pensez comme tout le monde. Mais là, vous venez me voir, donc on peut quand même parler à ce que la majorité, pas comme la majorité pense. C'est quand même avoir la possibilité de penser des choses différentes. Là aussi, passablement pression. Chez nous, il y a un autre figure. En oncologie, il y a eu normalement une vie sur laquelle on ne réfléchissait pas trop et qui convenait. Après, il y a le problème qui vient et on veut revenir en arrière. Oui. Bien sûr, ce n'est pas possible. Chez nous, il n'y a même pas eu un avant. Il y a juste un « je ne veux pas l'être », mais tout est à construire. Mais peut-être plus facile chez nous parce qu'on parle de casus tabula rasa, plus difficile il y a plus de choses à faire, mais on n'a pas
la nostalgie, ou les personnes n'ont pas la nostalgie de quelque chose qui ne veut plus être. Oui. Merci de la